Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce mercredi 5 novembre 2025. Tout de suite les titres. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr el Ati, porteur d'un message du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, ainsi que le ministre tunisien des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti. Algérie, inauguration d'une stèle en hommage au soutien des démineurs soviétiques. Les détails dans ce journal. Le G20 se réunit en Afrique du Sud, un sommet sous le signe des nouveaux équilibres mondiaux. Et puis au Soudan, moins 40 morts dans une attaque au Kordofan Nord. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens Badr el Ati, accompagné d'une délégation et porteur d'un message du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au président algérien. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a également reçu ce mercredi le ministre tunisien des Affaires étrangères, de l'immigration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, et la délégation l'accompagnant. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. Auparavant, le ministre tunisien des Affaires étrangères a été reçu par son homologue algérien Ahmed Attaf. Mohamed Ali Nafti est en visite en Algérie dans le cadre de la réunion des mécanismes tripartites des pays voisins concernant la Libye prévue demain. Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, a reçu au siège du ministère le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti, ministre de la Migration et des Tunisiens, en visite en Algérie dans le cadre de la réunion du mécanisme tripartite des pays voisins concernant la Libye, prévue jeudi 6 novembre. La rencontre bilatérale a permis de revenir sur le développement des différents axes de relations de fraternité et de coopération liant les deux pays frères. Elle a aussi permis de préparer la rencontre du 6 novembre qui réunira les ministres des Affaires étrangères algériens, égyptiens et tunisiens. La rencontre reviendra sur le mécanisme de concertation tripartite concernant le dossier libyen. Alger, Tunis et le Caire feront le point sur les derniers développements en Libye et viseront à renforcer la coordination entre les trois pays en lien avec la mission d'appui des Nations Unies en Libye. L'objectif étant d'apporter un soutien significatif au dialogue interlibyen et de contribuer à la création d'un cadre permettant un règlement politique global, consensuel et pérenne, dont le but final est la paix, l'unité et la stabilité en Libye. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de vœux du président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. Je vous adresse mes vœux à l'occasion de la commémoration du 71e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, qui représente une référence de la lutte pour la liberté, la justice et la dignité des peuples. Litant dans le message de vœux, le président de la République algérienne
algérienne Abdelmajid Tebboune a également reçu un message de vœux du président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi. À cette occasion, El-Menfi a présenté ses chaleureuses félicitations au président de la République, réaffirmant sa volonté de travailler de concert avec lui pour le renforcement et le développement des relations historiques unissant les deux pays, souhaitant au président de la République succès et réussite en vue d'assurer davantage de prospérité au peuple algérien frère. Le chef de l'État algérien, Abdelmajid Tebboune, a reçu également un message de vœux du président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa. Dans son message, le président Rebelo de Sousa a adressé en son nom et au nom du peuple portugais ses vœux de progrès et de prospérité au peuple algérien, soulignant son engagement à œuvrer au développement et à l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération privilégiées entre le Portugal et l'Algérie au mieux des intérêts des deux peuples. Le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, a reçu aussi un message de vœux du président de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Taye Atseke Selassie. Dans son message de vœux adressé en son nom et au nom du peuple éthiopien, le président a fait part au président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, de sa volonté de renforcer la coopération globale entre les deux pays et de la hisser au niveau des excellentes relations qui unissent les deux peuples. Est chargé par le président algérien Abdelmajid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, a procédé ce mercredi dans la commune d'Al Ayoun Daïra d'Al Wilaya d'Atarf à l'inauguration d'une stèle en hommage aux démineurs soviétiques. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du colonel russe à la retraite André Pavlenko, reçu hier à Alger par le président algérien Abdelmajid Tebboune. Grâce à votre contribution, vous avez inscrit votre nom dans la mémoire individuelle et collective des Algériens, une contribution que nous saluons avec une profonde reconnaissance, aussi bien au plus haut sommet de l'État que parmi les citoyens, qui témoignent de la noblesse de votre engagement et de votre aide en mettant votre expertise en déminage au service des opérations nationales entreprises par l'Algérie le long des lignes Charles et Maurice. Votre décoration par Monsieur le Président de la République de l'Ordre du Mérite National, au grade Achir, incarne la haute distinction et la gratitude que l'Algérie, en tant qu'État et peuple, vous témoigne. L'Algérie nouvelle que nous vivons aujourd'hui est le fruit du combat du peuple algérien, qui a consenti d'énormes sacrifices pour la liberté, grâce aux hommes et aux femmes de ce pays, en particulier ceux qui ont mené la révolution et lutté contre le colonisateur jusqu'à l'indépendance. Après l'indépendance, nous avons accompli une mission noble et j'ai eu l'honneur de contribuer à l'élimination des séquelles du colonialisme. Je me souviens de mon premier accueil en Algérie, il fut très chaleureux. Aujourd'hui, je suis heureux de l'accueil que m'a réservé Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune. Ce fut pour moi un immense honneur de le rencontrer, car il incarne véritablement le fils fidèle du peuple et de l'État algérien. Cette visite honorable illustre la profondeur des relations d'amitié historiques entre l'Algérie et la Fédération de Russie, des relations dont les racines remontent à l'époque de la lutte pour la libération et la construction d'un avenir sûr, né des cendres de la souffrance et fondé sur une volonté commune de coopération. Ces relations se sont renforcées au fil des décennies grâce à une coopération bilatérale fructueuse dans divers domaines, y compris les secteurs militaires, sécuritaires et d'autres domaines stratégiques. Et le Premier ministre algérien Séfer Riyeb a tenu hier mardi une réunion de travail consacrée au suivi de la mise en œuvre des contrats d'investissement conclus dans le cadre de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine organisée à Alger du 4 au 10 septembre dernier, selon un communiqué des services du Premier ministre. Au cours de cette réunion qui s'est déroulée en présence de plusieurs opérateurs économiques et de représentants des entreprises nationales concernées, le Premier ministre a écouté des exposés exhaustifs présentés
présentée par les participants ayant porté sur la nature des contrats signés avec les partenaires africains ainsi que sur l'état d'avancement du processus de concrétisation des projets issus de cet événement économique continental majeur. Les représentants des entreprises et les opérateurs économiques ont également soumis leurs préoccupations et propositions concernant les moyens de renforcer l'accompagnement par l'État des efforts d'investissement, soulignant l'importance de ce soutien pour accélérer la cadence du développement économique et consolider la présence algérienne dans l'espace africain. Et le ministre algérien de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zarouki, a présenté mardi en Afrique du Sud l'expérience de l'Algérie en matière de transformation numérique à l'occasion de sa participation aux travaux du sommet mondial sur les infrastructures publiques numériques organisé du 4 au 6 novembre. S'exprimant lors d'une session de haut niveau, Zarouki a présenté l'expérience algérienne dans le domaine numérique. L'importance de la coopération entre les gouvernements, le secteur privé et les startups comme levier essentiel pour accélérer le rythme de l'innovation et renforcer l'efficacité des systèmes numériques, tout en plaidant pour un échange accru d'expériences entre les pays africains. Afin de consolider leurs capacités techniques et institutionnelles, la transformation numérique en Algérie constitue une démarche portée par une forte volonté politique, impulsée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui en a fait une priorité nationale en vue d'atteindre les objectifs de souveraineté numérique, de transparence et de durabilité et de bâtir une infrastructure publique numérique sûre, inclusive et au service du citoyen et de l'économie nationale. Et l'Algérien Farid Razali a été élu mardi à Brazzaville à la majorité nouveau secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, selon un communiqué du ministère algérien des hydrocarbures et des mines. Son élection a eu lieu hier mardi, marquant la clôture des travaux de la 48e session du Conseil ministériel de l'Organisation à Brazzaville. Sahara occidental, Mohamed Mamoun Ahmed, représentant du Front Polisario en Allemagne, a expliqué qu'une solution politique au Sahara occidental ne peut être trouvée sans le consentement du peuple sahraoui et le respect de sa liberté d'autodétermination. La résolution n'a pas limité la solution politique à ce qu'on appelle le plan d'autonomie marocain, mais a clairement stipulé que toute solution à la question du Sahara occidental doit garantir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Cela signifie qu'aucune solution ne peut être trouvée sans le peuple sahraoui lui-même. Nous sommes prêts pour la paix, prêts à négocier avec le Maroc et les Nations Unies à cette fin, mais l'option de l'autonomie ne peut réussir car la volonté du peuple sahraoui n'est pas suffisamment prise en compte. Dans cette forme, l'autonomie ne mènera pas à la décolonisation, mais légitimera plutôt l'annexion par la force. Le G20 se réunit en Afrique du Sud dans un contexte mondial marqué par les déséquilibres économiques et les transitions géopolitiques. Invité à ce sommet, l'Algérie y défend une approche fondée sur la souveraineté, la coopération sud-sud et la construction d'un nouvel équilibre global. On fait le point avec Samir Abou Abdallah. À Johannesburg, les dirigeants des principales économies mondiales se réunissent autour d'un constat. Le centre de gravité économique du monde se déplace et ce mouvement passe désormais par l'Afrique. Longtemps marginalisé dans les discussions globales, le continent devient aujourd'hui à la fois le lieu et l'enjeu du dialogue. Sous le thème Solidarité, Égalité, Durabilité, la présidence sud-africaine entend replacer l'Afrique au cœur des priorités mondiales, à savoir le financement équitable du développement, la transition énergétique juste, la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique. La sécurité alimentaire, justement, figure parmi les dossiers majeurs de ce sommet. Un enjeu vital pour des économies africaines encore exposées à la dépendance importée et au dérèglement climatique. Sur ce terrain, l'Algérie compte faire entendre sa voix et faire valoir ses expériences récentes, diversification agricole, mise en valeur du potentiel saharien, modernisation de l'irrigation et transformation locale des productions. Une approche pragmatique, fondée sur la souveraineté alimentaire et le développement intégré des territoires.
Le continent africain aujourd'hui doit participer avec force et avec détermination à ces discussions au niveau international pour ne pas subir le diktat de certaines multinationales qui accaparent aujourd'hui, disons-le, quasiment 80% de la valeur ajoutée qui est générée dans le domaine agricole et agro-industriel. Et donc l'objectif, c'était que l'Algérie puisse être le porte-étendard et le porte-voix justement d'une position commune continentale africaine au service de l'essor des Africains eux-mêmes, mais aussi de l'Algérie, puisqu'il faut savoir aussi que le réchauffement climatique impacte justement les rendements agricoles et qu'il était important de trouver des solutions qui soient des solutions collectives, également à échelle régionale, mais aussi internationale. Mais au-delà de l'économie, la présence algérienne traduit une vision plus large, celle d'une Afrique actrice de son destin, défendant une gouvernance mondiale plus juste et un multilatéralisme réellement inclusif. Dans la continuité de sa diplomatie récente, l'Algérie plaide pour un nouvel équilibre international porté par la coopération sud-sud et la solidarité entre nations émergentes. Cette participation intervient à un moment charnière, celui d'une Algérie affirmant son rôle de stabilisateur régional, de partenaire fiable et de passerelle naturelle entre Méditerranée, Sahel et Afrique subsaharienne. À Johannesburg, il ne s'agira donc pas seulement de débattre de chiffres ou de modèles économiques, mais bien de redéfinir la place de l'Afrique dans le monde et pour Alger, de faire entendre une voix singulière, celle d'un pays attaché à la souveraineté, à la solidarité et au développement partagé. Et face à la poursuite des massacres au Soudan, le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan en Algérie, Khalil Hassan An-Naïm, a affirmé ce mercredi que son gouvernement tenait la communauté internationale pleinement responsable des crimes commis par les forces de soutien rapide Al-Fasher, crimes qui, selon lui, continuent de bafouer ouvertement toutes les résolutions de l'ONU et les droits humains. On l'écoute. Ne n'oublions pas de remercier les États frères qui ont toujours eu des positions de principe, qui respectent le droit international et à leur tête l'Algérie. Lorsque cette guerre a commencé, l'Algérie occupait la présidence à l'époque de la Ligue arabe, lorsqu'il y a eu le sommet arabe en 2022 à Alger. La veille de la guerre, le président algérien a publié un communiqué appelant les ONG à venir en aide au Soudan afin de mettre un terme à cette guerre et de porter secours au peuple soudanais. On remercie l'Algérie d'avoir toujours été du côté du peuple soudanais, de même que le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU qui a toujours eu une position constante dans son soutien au Soudan, à sa stabilité, à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Sur le terrain, une attaque dans la ville stratégique d'Al Obeid, capitale régionale du Kordofan Nord au Soudan, a fait au moins 40 morts selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Les Nations Unies n'ont pas précisé le jour de l'attaque ni ses responsables, mais elle s'est produite alors que les combats pour le contrôle de cette région du centre du Soudan s'intensifient entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise. Et une recrudescence des combats au Soudan du Sud a contraint plus de 445 000 personnes à fuir de chez elles en 2025, exacerbant l'une des plus longues crises humanitaires qui sévit dans le monde, a indiqué ce mercredi le Comité international de la Croix-Rouge, avec un financement de l'aide en net recul et des services essentiels proches du point de rupture. Les familles font face à une situation de plus en plus critique et incertaine, a écrit le CICR sur son site internet, exhortant toutes les parties au conflit, les autorités et les donateurs à agir pour éviter une catastrophe dans les mois à venir. En quête de sécurité, de nombreuses familles ont été déplacées à de multiples reprises selon l'agence humanitaire.
La direction le Sénégal à présent, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en partenariat avec le gouvernement du Sénégal a ouvert mardi à Dakar une réunion de haut niveau consacrée à l'alignement de ses financements sur les systèmes nationaux de gestion des finances publiques prévus jusqu'à 7 novembre. Cette rencontre réunit des décideurs et experts venus du Sénégal, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et de Madagascar. L'objectif, renforcer la collaboration entre pays francophones et améliorer la transparence dans la gestion des ressources destinées à la santé. En Côte d'Ivoire, la présidente du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, Chantal Camara, a proclamé mardi à Abidjan Alassane Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. Le candidat Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour président de la République de Côte d'Ivoire, a-t-elle indiqué lors d'une déclaration solennelle. Selon le Conseil constitutionnel, Ouattara, 83 ans, président sortant, a recueilli 89,77% des voix. Le taux de participation est estimé à 50,10%. Les chiffres confirment ceux de la commission électorale indépendante. Au Gabon, la campagne électorale pour le premier tour des sénatoriales s'est ouverte aujourd'hui. 94 candidats sont en lice pour les 70 sièges disponibles au sein de la Chambre haute du Parlement. Les candidats ont jusqu'à vendredi prochain pour convaincre les électeurs. À Madagascar, la crise humanitaire s'aggrave, en particulier dans les régions du Grand Sud et du Grand Sud-Est du pays, frappées par une succession de sécheresses et de cyclones. Ces 2 dernières années, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, les coupes drastiques de financement paralysaient les opérations humanitaires, forçant plusieurs partenaires à suspendre leurs activités et laissant des milliers de personnes sans aide vitale. Le Bureau national de gestion des risques et catastrophes, avec l'appui de l'ONU et de ses partenaires, a mis en place un plan de réponse humanitaire estimé à 185 millions de dollars visant à lutter contre l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les épidémies d'ici 2026. En Guinée-Bissau, la brigade côtière de la garde nationale du pays a annoncé mardi avoir intercepté dans le port d'Alto Bandim une pirogue s'apprêtant à mettre le cap sur l'Europe avec 49 migrants clandestins à bord. L'embarcation a été interceptée vers 23 h dans le cadre d'une opération de lutte contre l'immigration irrégulière et les activités illicites dans les eaux territoriales du pays, précise le communiqué diffusé par la brigade côtière sur les réseaux sociaux. Les personnes arrêtées sont toutes placées en garde à vue en attendant d'être transférées aux autorités compétentes selon la même source. Et au Kenya, des opérations de recherche sont en cours après un glissement de terrain meurtrier dans la vallée du Rift. Au moins 26 personnes ont perdu la vie, 30 autres personnes sont toujours portées disparues. Ce que je dois vous dire avec certitude, c'est que la zone reste sujette au glissement de terrain et que l'activité y est toujours intense. Aujourd'hui, lors de nos opérations de recherche et de sauvetage, des routes déjà ouvertes ont été de nouveau recouvertes par des coulées de boue. Le risque est donc toujours présent et nous exhortons les habitants à se réfugier dans des zones plus sûres pour leur sécurité et celle de leurs moyens de subsistance. Et le cheikh Mohamed Al-Mamoun Al-Qassimi Al-Hassan, doyen de la grande mosquée d'Alger, a effectué une visite aux différents pavillons du Salon international du livre d'Alger, dont les activités se poursuivent jusqu'au 8 novembre prochain. Il s'est intéressé aux nouveautés éditoriales dont les domaines de la pensée, de la religion et de la culture. Le cheikh Mohamed Al-Mamoun Al-Qassimi Al-Hassani a affirmé que la grande mosquée d'Alger constitue le bastion de la référence religieuse
Précisons que telle est sa mission et sa devise, servir la modération et promouvoir les valeurs du savoir et de l'illumination. Je suis heureux de ma visite au Salon international du livre et j'ai également été heureux d'être présent lors de l'inauguration. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de visiter plusieurs stands, surtout des stands de Société nationale. Et mon bonheur est encore plus grand de voir le succès du salon. Chaque année, on remarque que l'intérêt est plus grand, ce qui nous montre l'intérêt porté par le public au livre. Cela est un indicateur sain dont nous estimons la valeur et prions Allah pour plus de succès à ce salon. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur L24 News et à demain.